Tablier de pont il se met à des charges verticales. Donc pour ces charges, on considère que le système d'appui. Donc j'entends par système d'appui en fait les appareils d'appui plus les fûts plus les fondations. Ils sont remplacés par des appui parfaits. Ça veut dire que un degré de liberté peut être soit bloqué ou bien soit libre. En général, on bloque le déplacement vertical. On libère les rotations et on bloque au moins un déplacement horizontal au niveau d'un appui pour éviter d'avoir en fait des instabilités calculatoires. Par contre, vis-à-vis des charges horizontales, en fait, la distribution des efforts entre les différents appui dépend de la rigidité réelle du système d'appui. En fait, plus précisément, un effort horizontal appliqué au tablier et est distribué sur les appuis au prorata de leur rigidité. Ça veut dire que les appuis les plus rigides, ils vont encaisser plus d'efforts. Le troisième type, c'est en fait vis-à-vis des déplacements imposés. Donc il s'agit en fait du retrait, du fluage, de la température. Donc ça, ce sont des déformations imposées. Donc en fait, en plus de la distribution des efforts qui dépendent de la rigidité des appui, également la valeur même des efforts, il dépend de la rigidité réelle du système. En fait, un autre type de déplacement imposé, c'est celui du séisme. Et en fait, au niveau du séisme, l'effort sismique, il dépend de la rigidité du système d'appui. Donc pour ces deux types de charges, il faut remplacer le système d'appui par le rigidité réelle. Donc en utilisant des appui élastiques et non pas des appui parfaits. Donc ce sont des appui qui sont caractérisés par une certaine raideur, surtout vis-à-vis des efforts horizontaux. Sinon vis-à-vis des efforts verticaux, on conserve toujours le blocage du déplacement et vis-à-vis des rotations, on libère les rotations. Donc on suppose également qu'il y a découplage entre différents en fait, degrés de liberté. Lorsqu'on parle de rigidité, c'est en fait une relation entre effort appliqué et déplacement. Donc en fait, là on considère un système d'appui. Donc on a les appareils d'appui, le fût et la fondation. Pour déterminer en fait la raideur des appareils d'appui, on utilise la formule suivante, G fois A sur H. Avec A, c'est la surface en plan de l'appareil d'appui, H, c'est sa hauteur, et G, c'est son module de cisaillement. En fait, cette raideur, c'est une raideur de cisaillement avec une section réduite à l'effort tranchant égale à la surface totale. Ensuite, cette rigidité, il doit être ajouter ou bien combiner à la rigidité des piles des fûts, que ce soit des piles ou bien des culées. Pour les culées, on suppose qu'elles sont infiniment rigides du fait qu'elles interagissent avec le sol. Pour les piles, la relation qui permet d'estimer la rigidité en fait vis-à-vis d'un effort horizontal, c'est 3EI sur H à la puissance 3. Avec E, c'est le module de déformation longitudinale du béton, et I, l'inertie de la section dans le sens considéré, et H, c'est la hauteur du fût. En fait, pour les fondations, ils sont supposés infiniment rigides. Donc, vis-à-vis de la répartition des efforts horizontaux, on peut également considérer leur rigidité lorsque ça apporte en fait un plus, surtout lorsqu'on est en présence d'une grande profondeur d'affilement. Donc les pieux ils se retrouvent déterrés sur une grande partie et là on a intérêt à considérer leur rigidité, ou bien on est en cas sismique et on veut optimiser l'effort sismique en considérant la souplesse apportée par ces fondations, et donc là on doit les modéliser, mais il n'y a pas de relation en fait simple. Il faut faire un modèle, récupérer la souplesse à la base de la semelle de liaison, et avec ça qu'on peut introduire dans le calcul. Donc pour le calcul de la rigidité globale de l'appui, donc en fait les différents éléments sont en fait sont en série. Donc pour calculer la rigidité, c'est 1 sur en fait la rigidité qui est égale à la somme des 1 sur rigidité. En fait, pour s'en convaincre, le déplacement c'est l'inverse de la rigidité, bien de la souplesse.
Donc le déplacement total de l'appui, c'est la somme des déplacements. Et donc là, la rigidité, c'est l'inverse. Donc on a en fait la formule pour calcul de la rigidité de la culée. En fait, il y a pour la rigidité de la pile, c'est 1 sur le K appareil d'appui plus 1 sur Kfu. Également au niveau de la culée, il y a ce terme, mais on a dit que la rigidité de la culée elle est infiniment rigide. Par conséquent, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, il reste maintenant à déterminer les valeurs du module, que ce soit le module de déformation longitudinale ou bien le module de déformation de cisaillement de l'élastomère qui intervient dans ce formule. En fait, le comportement des matériaux qui sont constitutifs de l'appui, donc ils dépendent des types de charges. Donc, il s'agit des matériaux viscoélastiques, c'est-à-dire dans le comportement, ils dépendent de la vitesse de chargement. Donc, pour l'élastomère, on distingue entre trois types de charges. Il y a le cas statique, le cas dynamique et le cas sismique. Et pour chacun de ces cas, on a une valeur de module précisée par les règlements, par la norme, normalement la norme européenne. Donc, c'est 0,9 MPa pour le cas statique, 1,8 pour dynamique et 1,2 pour le cas sismique. Pour les cas, en fait, pour le béton, on distingue plutôt entre charge différée et charge instantanée. Et les formules proposées ici, ce sont des formules qui sont issues en fait du BPEL. Mais bon, on peut trouver également d'autres formules. Mais retenez que en fait, on doit distinguer entre un cas de charge différé et un cas de charge instantané. Donc, pour récapituler au niveau de ce tableau, on a en fait les deux classes selon le module de déformation longitudinale et les trois classes de chargement en fonction du module de cisaillement. En fait, les charges qui sont différées statiques, il s'agit du retrait, du fluidage, de la température de longue durée. En fait, lorsqu'on a une variation de température, surtout selon les anciens règlements, on distingue en fait une plage qui varie, d'une façon instantanée ou bien d'une façon rapide, c'est la variation journalière. Et il y a une température qui varie d'une façon lente, donc c'est la variation saisonnière ou bien la variation de température de courte durée. Donc il y a en fait l'instantané statique, donc là en fait la température courte durée. On ne peut pas trouver un effort dynamique différé ni un effort sismique différé. Donc pour les efforts instantanés dynamiques, c'est le freinage d'un camion, et pour les efforts instantanés sismiques, c'est un séisme. Ça veut dire que pour calculer la raideur, donc là, pour le béton, on va considérer son module de déformation différé. Et pour l'élastomère, on va considérer son module de déformation, en fait, son module de cisaillement statique, non pas dynamique ni sismique. Donc, on reprend en fait, on va illustrer ça sur le logiciel ST1 en reprenant l'exemple du pondal à 4 travées. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux applis. Et là, en fait, on va remplacer les conditions d'appui par les raideurs élastiques. Donc là, en fait, les caractéristiques des appareils d'appui. Au niveau du culé, on a des appareils d'appui qui ont des dimensions de 300 x 400 et une hauteur de 60 mm. Et on a en fait au niveau des appareils d'appui des piles, on a des appareils d'appui qui font 400 mm par 400 mm avec une hauteur de 75 mm. Et c'est en fait ces appareils d'appui, ils reposent sur des fûts dont la hauteur c'est 5 mètres et l'inertie c'est 1,13 mètres à la puissance 4. Donc on va passer maintenant à l'illustration sur le logiciel.